السلام عليكم الزول الفلاون كي راكم دايرين جمعة مباركة لجميع المسلمين. Écoutez, on est content, alhamdoulilah, 12 ans après, 12 سنة من بعد 2014 الفريق الوطني ان شاء الله يكون في كأس العالم في امريكا، كندا، مكسيك في 2026. Donc c'est une très bonne nouvelle, c'est pour ça vous voyez je suis en tenue presque sportive ce soir pour partager avec vous cette joie, donc ça fait plaisir. Vous savez, quand on est algérien, évidemment, qu'on aime voir notre équipe gagner, participer à des rendez-vous internationaux comme la Coupe du Monde 2026. Et vous savez, lors des Coupes du Monde, que ce soit les Jeux Olympiques ou les Coupes du Monde de football, ce qui compte, c'est de participer, comme disait de Coubertin. Participer, oui, participer. À l'époque, j'étais jeune en 1981 lorsque l'Algérie s'était qualifiée pour la première fois à la Coupe du Monde espagnole de 1982. C'était le 30 octobre 1981. Donc j'avais à peine 10 ans, même pas 10 ans, et on attendait ce moment avec angoisse. Est-ce qu'on allait gagner contre l'équipe du Nigeria, car ce match contre le Nigeria le 30 octobre 1980 était décisif pour savoir si l'Algérie allait être qualifiée pour la Coupe du Monde espagnole. En effet, en 1978, c'était la première fois, j'avais 6 ans, où j'assistais, j'étais conscient à cette finale extraordinaire donc de football, car on savait pas qui allait gagner. Et à l'époque, j'étais fan de l'équipe hollandaise, et vous savez que la Hollande n'avait pas remporté la finale. Donc 1980, le 30 octobre 1980, on attendait tous la victoire de l'Algérie, une victoire inespérée, et alhamdoulilah, on avait gagné 2-1 contre l'équipe du Nigeria, et tout le monde était heureux. Pour la première fois, l'équipe d'Algérie se qualifiait pour la Coupe du Monde. Et en plus, ça tombait en 1982, c'est-à-dire 20 ans après l'indépendance algérienne. Donc vous imaginez, on était indépendant politiquement en 1962, il a fallu attendre 20 ans pour qu'on soit indépendant sur le plan sportif et notamment au niveau du football. Donc vous voyez, c'était très important, car on sentait bien que c'était un long cheminement. Et en plus de cela, octobre 1981, c'était quoi? C'était 10 mois après un exploit diplomatique colossal de l'Algérie, de la diplomatie algérienne, à la tête de laquelle il y avait le marhoum feu Mohamed Siddiq Ben Yahya. Oui, janvier 1981, au moment de l'arrivée au pouvoir du président américain républicain Donald Reagan, c'est l'Algérie qui a offert un cadeau à Ronald Reagan. Oui, c'est l'Algérie, la diplomatie algérienne. Janvier 1981, c'est l'Algérie qui a fait libérer 52 diplomates américains otages à l'ambassade américaine à Téhéran. Oui, après 444 jours de captivité, c'est notre diplomatie, janvier 81, qui a fait libérer ces diplomates américains. Et 10 mois après, l'Algérie était qualifiée pour la première fois de son histoire à une Coupe du Monde en Espagne. Donc vous voyez le lien entre diplomatie, sport. En 1981, l'Algérie était au top au niveau diplomatique et au niveau sportif. On avait des grands joueurs et on avait aussi des grands diplomates. Donc je vous ai dit Mohamed Siddiq Ben Yahya pour la diplomatie. Et ensuite, vous savez, en 82, c'est le marhoum Dr Ahmed Talib Ibrahimi qui l'a remplacé de 82 à 88. Et au niveau sportif, on avait Assad, Majer, Belloumi. C'était la grande Algérie. Et à l'époque, on a fêté cela. Oui, on fêtait les victoires diplomatiques, on fêtait les victoires sportives. Et aujourd'hui 2025, c'est-à-dire 44 ans après notre première qualification au mondial espagnol, est-ce que l'Algérie
a brillé sur le plan diplomatique? Est-ce que c'est l'Algérie qui a réussi à faire la paix, à mettre fin à la guerre à Gaza? Non. C'est le président américain Donald Trump. Est-ce que c'est l'Algérie qui a réussi à libérer les otages palestiniens, certains condamnés à mort de multiples fois? Non. C'est le Qatar, c'est la Turquie, c'est l'Égypte, c'est l'Amérique. Et est-ce que l'Algérie fête sa qualification pour le mondial? Non. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'en 1981-82, à peine 20 ans après notre indépendance, on brillait sur le plan diplomatique, on brillait sur le plan sportif, et on fêtait ces victoires diplomatiques et ces victoires sportives? Comment se fait-il que 44 ans après, on ne fête plus de victoires diplomatiques, car on est devenu remplaçant maintenant. Avant, on était titulaire sur le plan diplomatique. Et oui, l'Algérie, c'est elle qui faisait la paix, c'est elle qui libérait les otages. Aujourd'hui, on est spectateur, on regarde de loin, on regarde à la télé, parce qu'on est remplaçant. On n'est plus dans le match diplomatique, on n'est plus dans le match sportif. Et ça se sent. Et le peuple algérien voit bien que l'Algérie a rétrogradé. Oui. Je suis pas content de vous le dire, mais notre pays a rétrogradé sur le plan diplomatique et sur le plan sportif. Vous imaginez, ça faisait 12 ans qu'on n'a pas été qualifié. 12 ans que l'Algérie n'a pas réussi à se qualifier pour le mondial. 80, c'est qui nous qualifie? C'était qui le sélectionneur? C'est un Algérien, Rachid Makhloufi, un héros de l'équipe de Saint-Étienne à l'époque. Avant cela, bien sûr. Et Marhoum Twoufa, en 2024, à l'âge de 88 ans. Nous avions des joueurs algériens, des entraîneurs algériens, sélectionneurs algériens, et nous avions des vrais diplomates algériens. Et on gagnait! Car être algérien à l'époque, c'était une force! Oui, l'Algérie, c'était une force. Force diplomatique, force politique, force énergétique et force sportive. On n'avait pas besoin de faire appel à des sélectionneurs étrangers. À l'époque, en 71, avant cela, 10 ans avant, Feu Houari Boumediene nationalisait le gaz, nationalisait le pétrole. 100% du gaz était produit par la Sonatrach. On n'avait besoin de personne. L'Algérie faisait tout, toute seule, comme une grande. Et sur le plan énergétique, et sur le plan politique, et sur le plan diplomatique, et sur le plan sportif. Aujourd'hui, on n'est même pas capable d'avoir un entraîneur qui nous qualifie pour la Coupe mondiale, la Coupe du Monde. Vous imaginez? S'il n'y avait pas comment il s'appelle? Alizovic, je sais plus comment on le prononce. Le Bosniaque, et maintenant Petkovic. C'est même pas des Algériens. On n'est même pas capable d'avoir un sélectionneur algérien capable de nous qualifier pour la Coupe du Monde. C'est lamentable. On n'est même pas capable d'avoir un Rachid Makhloufi capable de nous qualifier pour la Coupe du Monde. Et au niveau énergétique, vous avez vu, la Sonatrach n'est même pas capable d'exploiter son gaz et son pétrole. On est obligé de faire appel à des multinationales corrompues, Total, la française, Eni, l'italienne, Sinopec, la chinoise, Pertamina, l'indonésienne. Donc on n'est pas capable de nous qualifier avec des Algériens, des sélectionneurs algériens pour la Coupe du Monde. On n'est pas capable d'exploiter notre gaz et de pétrole au niveau énergétique. Et au niveau diplomatique, vous avez vu la qualité de certains de nos diplomates. On n'est même pas capable de régler le problème avec le Mali. Le Mali, ya Rabbel Karim. Vous vous rendez compte, on n'est même pas capable de s'entendre avec notre voisin du Mali. Pourtant, on est classé au même niveau, au niveau de la valeur du passeport. On est classé ex aequo 34e au niveau africain. On se fâche avec le Mali, avec le Niger, avec le Maroc. Bon, les Français, bon, c'est une vieille histoire. On se fâche avec la France, avec l'Union européenne. La preuve avec qui, contre qui on a gagné là. On a gagné 3-0 contre la Somalie, un pays qui n'existe même plus. On avait perdu avant ça. Bon, c'est vrai qu'on a fait des bons matchs. On avait perdu à domicile contre la Guinée. Et là, on a gagné 1-0 contre la Somalie. هذا هو النيفو تاعنا ولينا النيفو تاع الصومال. Donc au niveau sportif, on a le Somal, au niveau diplomatique, on a le Mali ou le Niger, et on n'est même pas capable
de sauver l'honneur. Regardez là, récemment, bon, je fais une petite parenthèse diplomatique. Vous avez vu qu'en ce moment, le Mali a beaucoup de problèmes de livraison de carburant. Il y a des fils incroyables, car les djihadistes terroristes, on les appelle comme vous voulez. Vous savez, pour moi, c'est un non-sens. Moi, quand j'étais à Bamako en septembre 2023, tout roulait, tout fonctionnait très bien. Il y avait aucun problème. Et là, maintenant, on apprend que des djihadistes font l'embargo, ils bloquent les routes, et donc nos pauvres frères maliens n'ont plus accès à de l'essence ou à du diesel pour faire fonctionner leur voiture ou leur camion. Bah, c'était une belle occasion pour l'Algérie de dire à nos frères maliens, écoutez, si vous voulez, on peut vous aider, on peut vous livrer de l'essence et du gasoil. On en a beaucoup, alhamdoulilah, machallah, le Sahara appartient à tout le monde. On n'a même pas essayé de soulager le peuple malien au moment de la crise. Après, à charge pour le gouvernement de transition malien d'accepter ou de refuser. Un peu quand il y avait le tremblement de terre dans la région de Marrakech, l'Algérie a proposé son aide. Le roi du Maroc avait refusé. Et là, on aurait pu faire pareil. Franchement, en tant que pays frère, on aurait pu proposer au peuple malien de livrer de l'essence et du gasoil. Notre armée aurait pu proposer son aide pour lutter contre les djihadistes qui empêchent le peuple malien de vivre normalement. Oui, mais c'est ça, c'est ce qu'on appelle la diplomatie. C'est notre niveau, le Mali au niveau diplomatique et la Somalie au niveau sportif. Voilà. Nous, on joue dans la cour des pays africains. Voilà. Donc, puisqu'on est en Afrique, essayons de gagner contre des pays africains comme maintenant avec la Somalie, alhamdoulilah, et au niveau diplomatique, de trouver une solution avec notre voisin malien. Voilà. Puisqu'on n'est pas capable de jouer dans la cour des grands, on n'est pas capable de régler le problème ukrainien avec la Russie, on n'est pas capable de régler le problème entre la Palestine et Israël, puisqu'on n'est pas capable de faire de la très haute diplomatie, comme à l'époque de feu Mohamed Saddeq Ben Yahya Berhamo, au moins essayons d'être à la hauteur au niveau de notre continent, avec nos voisins. Oui, nos voisins immédiats. Je pense que ça serait bien pour... puisqu'on n'arrive pas à avoir des sélectionneurs algériens capables de nous qualifier tout seuls comme des grands au mondial, il faut qu'on appelle des étrangers, vous imaginez? On appelle des étrangers pour gérer une équipe de foot. Comment voulez-vous qu'on puisse connaître un développement si même au niveau sportif, on n'a pas les compétences pour gérer une équipe de foot? Vous imaginez? Au niveau, même le sport n'est pas capable. Il faut qu'on fasse appel à des étrangers. Pour le sport, pour le gaz, pour le pétrole. Demain, alors, bientôt, on va dire, maintenant, il y en a besoin des étrangers pour être ministre, pour être président, pour être général. Mais on va où comme ça? Où est-ce qu'on va? L'entraîneur de l'équipe de France, il est quoi? Il est thaïlandais, il est indonésien, il est français. Didier Deschamps, il est français. Mais on va où comme ça? Même en sport, on n'est pas capable de former des sélectionneurs. Bon, alhamdoulilah, Jamel Belmadi, il a réussi à nous faire gagner la Coupe d'Afrique en 2019. Bon, après, il n'a pas réussi pour la Coupe du Monde. Vous vous rendez compte? Et je sais pas, ça vous fait pas réfléchir les dysfonctionnements que nous avons entre 80, 82 et 2025? En football, en diplomatie, en énergie, on n'est pas capable de réussir tout seul. Après 63 ans d'indépendance. C'est pour ça que le peuple algérien m'a kharch. Ben, 1, 2, 3, viva l'Algérie. Yeah. واحد زوج ثلاثة تحية الجزائر. Ben oui, parce que le peuple algérien qui n'a même pas manifesté pour Gaza, il va pas manifester parce qu'on a gagné contre la Somalie, un pays qui n'existe même pas sur le plan diplomatique. Vous savez que la Somalie était complètement détruite. C'est quoi? Il y a 2, 3 présidents, plus le Somaliland. Voilà. Vous vous rendez compte comment on est tombé bas? On libérait des diplomates américains otages pendant 444 jours en janvier 81. Et aujourd'hui,
Aujourd'hui, on est fâché avec nos frères africains. Écoutez, je vous dis pas ça de gaieté de cœur, surtout le Yom el-Jumu'ah, mais il y a quelque chose qui cloche. On a l'impression que l'âme algérienne, elle est en train de mourir à feu doux. Voilà, on meurt à feu doux. On est كما كان يقولوا واحد الوقت الجزائر كان يقول انا ما رانيش سعيد. Oui, on n'est pas content. Avant, le peuple algérien, il se faisait manipuler par le sport, l'instrumentalisation du football. يعني بكري السياسيين كانوا يستعملوا الفوتبول باش يرقدوا الشعب. دوكا الشعب فاق يقول كيفاه ما تخلوناش نفرحوا مع غزة، دوكا راكم باغيين نفرحوا مع الصومال، يعني ربحنا الصومال. C'est triste quand même, non? On est tombé bien bas quand même. الناس راهم يموتوا في البحر. 517 Algériens meurent chaque année en mer Méditerranée parce qu'ils veulent plus vivre en Algérie. Vous vous rendez compte? La jeunesse algérienne ne veut plus vivre en Algérie. Maintenant, ils sont même pas heureux quand l'Algérie est qualifiée. Ben oui. Ils savent tout ça que c'est pour endormir le peuple. Et là, je tiens à remercier Rona Hafez Daraji qui a publié sur Facebook un texte formidable sur le fait que les Algériens ne sont pas sortis dans la rue pour fêter l'événement. Alors qu'en 81, toute l'Algérie avait fêté l'événement. Et vous en souvenez, juin 82, الجزائر غلبت l'Allemagne. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'était les belles années, oui. Le peuple algérien était heureux. كان سعيد. اليوم مسكين ياكل يشرب ويرقد. والكرة même الكرة ما يبغاش يشوف الكرة دوكا. Mais je trouve le football, donc c'est grave quand même, non? 47 millions d'Algériens dans une cage. Dépression totale, m'saken. Vous savez, quand j'étais en prison, j'ai eu le temps de réfléchir à tout ça. Hein. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. On est Algérien, on veut le bien de l'Algérie et on finit en prison. Pardon, je suis malade. Mais alhamdoulilah, je suis دثة مريضة بصح. Ici, ça marche bien. Je me suis dit, mais c'est quoi ce pays? C'est quoi notre Algérie? On veut faire du bien, on veut aider l'Algérie, chacun à sa façon. كل واحد على حسب جهده. ومن بعد واحد يعيش في الحبس. واني نسمع الناس راهم يدخلوا في الحبس 5 سنين 10 سنين. وين رانا رايحين وين؟ وين رانا رايحين؟ خلوا الشعب يتنفس. خلوا الشعب شويه يفرح، يكون سعيد. Mais Jazair, amana. On a tous hérité d'une part d'Algérie. المرحوم العربي بن مهدي وحاسبة بن بوعلي مصطفى بن بولعي كولونيل لطفي كولونيل عميروش محمد شعباني ما ضحوش حياتهم بها فئة برك تحكم في البلاد وتستفيد من البلاد. ضحوا حياتهم ربي يرحمهم واليوم الجمعة باه الشعب الجزائري بصفة عامة هو يستفيد من الجزائر ويصنع الجزائر ويخدم الجزائر باه الأجيال القديمة هما فاني يستفيدوا وكل واحد يدير خدمته في الوقت راه عايش فيه. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est devenu notre pays? On remet notre destin sportif entre les mains des étrangers. On remet notre destin énergétique aux mains d'entreprises corrompues étrangères. Et quand c'est des Algériens qui s'occupent, par exemple, de la gouvernance ou de la diplomatie algérienne, on voit le résultat. C'est qu'on n'a pas de résultat. Mais alors, à un moment donné, on a fait croire au peuple algérien qu'on avait des diplomates qui méritaient le prix Nobel de la paix. Mais non, on n'est pas au niveau. Vous le savez qu'on n'est pas au niveau. Maranash fait le moustawa, على بالكم. On n'est pas au niveau. Et là, je tiens à féliciter la récipiendaire, c'est-à-dire celle qui a obtenu le prix Nobel de la paix 2025, Madame Machado, la vénézuélienne, brillante femme politique du Venezuela. Vous savez pourquoi je vous dis brillante? Parce qu'elle est intelligente. Eh oui, en Venezuela, les hommes et les femmes politiques réfléchissent. Vous savez que le système politique algérien et le système politique vénézuélien ont beaucoup de similitudes. C'est que le Venezuela et l'Algérie sont des pays pétroliers.
C'est-à-dire que qui dit pétrolier dit qu'ils n'ont pas besoin du peuple pour financer les infrastructures, payer les fonctionnaires, les forces de sécurité, l'armée. Quelque part, dans ces pays-là, le peuple est de trop. Oui, parce que dans des pays normaux, on a besoin des citoyens pour qu'ils travaillent et qu'ils paient des impôts, et c'est avec ces impôts qu'on finance les infrastructures, les hôpitaux, les écoles, les routes, les autoroutes, les trains, etc. Mais dans les pays pétroliers et gaziers, on n'a pas besoin du peuple. Le peuple est de trop. On a juste besoin de signer des contrats avec des multinationales étrangères pour exploiter le gaz et le pétrole, et puis voilà, on donne des miettes au peuple, on lui permet d'acheter des baguettes pas chères, de remplir son plein d'essence pas cher, d'aller à l'hôpital se faire soigner pas cher, même si la qualité des services hospitaliers est faible. En tout cas, dans ces pays pétroliers et gaziers, il y a beaucoup de subventions de façon à permettre à la majorité du peuple de vivre sans trop dépenser d'argent, mais à condition que le peuple n'ait pas d'exigence, pas de liberté ou peu de liberté, pas d'état de droit ou peu d'état de droit, pas de démocratie ou peu de démocratie. Voilà le deal. Donc, au Venezuela, comme en Algérie, à l'époque de feu Abdelaziz Bouteflika, le pouvoir n'acceptait pas que l'opposition puisse avoir un candidat unique. Vous savez qu'en Algérie, j'ai proposé dès 2014 un candidat unique de l'opposition, avec Mazafran. Ceux qui étaient présents s'en souviennent, 2014, 2015, 2016. À l'époque, on m'avait souri. On m'avait dit, t'es bien gentil, Rachid. Qu'est-ce qu'elle a fait, Madame Machado? Oui, Madame Machado. Machado, elle a réussi à réunir l'opposition et elle était devenue en 2023 la candidate unique de l'opposition, de façon à ce que l'année d'après, 2024, lors des élections présidentielles, elle puisse participer à la compétition contre le président sortant, M. Maduro, celui qui avait succédé à M. Chavez, Rabbi Rahmo. Mais comme en Algérie, le Venezuela a empêché Madame Machado d'être candidate aux élections présidentielles. Qui معناها؟ قالوا لي لا ما تقدرش ترشح 2019 لا كيف بغيت تحكم في البلاد لا اقعد رتب روحك الدستور ما يساعدكش باش ترشح بالكم درت بلان بي ثم ضحكتوا عليا بصح Madame Machado, elle a étudié ma stratégie. Et d'ailleurs, c'est la même stratégie que j'ai appliquée au Sénégal et ça a marché. Vous savez que le président actuel, ainsi que son premier ministre, étaient en prison 15 jours avant l'élection. Vous êtes au courant. Et vous savez que votre humble serviteur a servi d'intermédiaire entre le président sortant Macky Sall, l'équipe du président Macky Sall et l'équipe du président actuel et de son premier ministre, donc le président, donc Monsieur Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre actuel, Ousmane Sonko. Vous savez que j'ai joué un rôle dans cette histoire avec la stratégie du plan B. Et ben sachez qu'au Venezuela, ils ont appliqué la même stratégie du plan B que j'avais théorisé en 2019. Et qu'a fait Madame Machado quand la Cour constitutionnelle vénézuélienne a invalidé sa candidature pour les élections présidentielles, et elle a fait appel à un plan B, Madame Machado. Et c'est pour ça que dans la presse vénézuélienne, par exemple, là je vous ai fait une petite traduction, Maria Corina Machado a toujours un plan B pour le Venezuela. Vous voyez? Ça, c'est des hommes et des femmes politiques. Et c'est elle qui vient de recevoir le prix Nobel de la paix 2025. Car évidemment, lorsque le président vénézuélien, M. Maduro, a vu que Mme Machado avait donné sa confiance à un candidat pour représenter toute l'opposition, bah évidemment, il y a eu la manipulation des résultats électoraux, et malgré la victoire de l'opposition, vous savez que le président ainsi que la Cour constitutionnelle vénézuélienne ont confirmé la victoire de M. Maduro, alors que tout le monde sait qu'il n'a pas gagné. Mais malgré cela, elle continue le combat politique. La leader de l'opposition vénézuélienne, Madame Machado, et la Fondation Nobel ne s'est pas trompée en préférant accorder
le prix Nobel de la paix à la leader de l'opposition vénézuélienne, Madame Machado, plutôt que de l'attribuer au président américain Donald Trump, en dépit de l'accord historique qu'il vient de réaliser, en mettant fin, j'espère en tout cas, à la guerre entre le Hamas et le génocidaire Netanyahou. Oui, là aussi, il faut quand même féliciter les efforts diplomatiques du président américain qui a cru qu'en réalisant à une vitesse grand V cet accord diplomatique entre les Palestiniens et le génocidaire Netanyahou, il allait recevoir le prix Nobel de la paix. En tout cas, la Fondation Nobel, qui est basée à Oslo en Norvège, a décidé de ne pas agir sous la pression des événements diplomatiques. Donc oui, bravo à Donald Trump. Même si Donald Trump avait cautionné, ou plutôt laissé faire le génocidaire Netanyahou, notamment lorsque ce génocidaire a bombardé le Qatar le 9 septembre dernier, lorsqu'il a massacré depuis octobre 2023 près de 70 000 Palestiniens, réduit à la famille 2 millions de Palestiniens, expulsé 250 000 Palestiniens de leur maison. Donc malgré cela, il faut reconnaître que aujourd'hui, alhamdoulilah, et j'espère que ça va durer pour le peuple de Gaza, que cette trêve va être respectée et que enfin les Gazaouis ne vont plus avoir peur de se faire bombarder, de se faire massacrer et de mourir de faim, de maladie à cause du génocidaire Benyamin Netanyahou. Alors, cette affaire de la trêve entre le Hamas et Netanyahou a révélé au grand jour que les pays de la région étaient incapables de faire entendre raison le génocidaire Benyamin Netanyahou. C'est-à-dire que, en dépit de nos indépendances, en dépit de nos souverainetés, en dépit de nos drapeaux respectifs, en dépit de nos passeports respectifs, nous n'avons aucune indépendance, aucune souveraineté et aucun pouvoir pour faire la paix ou pour faire la guerre. Ça veut dire quoi? Que tous les pays d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient sont des pays fantoches. Nous avons des États en carton. C'est-à-dire que nous voyons nos frères et nos sœurs, nos mères, nos pères, nos grands-pères et nos grands-mères se faire massacrer depuis 2 ans. Nous n'avons même pas été capables, depuis Nouakchott jusqu'à Doha, de mettre fin à la tragédie des Gazaouis, qui sont pourtant des musulmans comme nous, et qui sont des populations avec la même culture, arabo-musulmane, berbère, kurde, vous l'appelez comme vous voulez. Oui, je ne vous le dis pas de gaieté de cœur, nous avons des États en carton, nous avons des armées en carton, nous avons des diplomaties en carton, nous avons des médias en carton, et nous avons des âmes en carton. Nous ne servons strictement à rien. Nous mangeons, nous buvons, nous dormons, nous regardons les matchs de football, nous faisons des commentaires sur les réseaux sociaux et ça s'arrête là. Voilà la leçon que vient de nous donner le président américain Donald Trump. Il est en train de nous dire que le seul pays au monde qui est capable de faire la guerre ou la paix, c'est l'Amérique. Même pas la Russie. Vous avez vu que la Russie n'a servi strictement à rien. Elle n'a défendu ni l'Iran, malgré un accord stratégique de 20 ans qui a été signé l'année dernière. Elle n'a pas protégé le Liban, même pas la Syrie qui était un partenaire historique. La Russie ne sert à rien et pourtant c'est notre partenaire militaire. Et des pays ne se sont pas trompés, comme l'Arabie Saoudite, qui elle aussi croyait pouvoir bénéficier du parapluie militaire américain. Lorsque l'Arabie Saoudite a observé que les Américains ont laissé le génocidaire Netanyahou bombarder Doha, en dépit d'une base militaire extrêmement puissante et importante au Qatar, l'Arabie Saoudite tout de suite a compris. Qu'est-ce qu'elle a fait l'Arabie Saoudite? Le prince héritier
Mohammed Ben Salman a appelé le premier ministre pakistanais, il dit il faut absolument qu'on se voit. Ils se sont vus, ils se sont rencontrés et se sont mis d'accord pour que il y ait un accord militaire stratégique, c'est-à-dire que si un pays attaque le Pakistan ou l'Arabie Saoudite, ils sont alliés. C'est-à-dire que si un pays attaque l'Arabie Saoudite, le Pakistan va considérer que c'est une déclaration de guerre contre le Pakistan, et si un pays étranger attaque le Pakistan, l'Arabie Saoudite considérera que c'est une attaque contre l'Arabie Saoudite. C'est ce qu'on appelle une alliance. Et vous savez que depuis le mois de juin, j'ai appelé les autorités algériennes à nouer une alliance nucléaire avec le Pakistan. Mais à l'époque, au mois de juin, ça fait pas longtemps, juin, vous m'avez pas pris au sérieux. Et un m'a pris au sérieux, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman. Lui, non seulement il écoute, il réfléchit et il applique. Nous, en Algérie, on est tellement intelligents, nos dirigeants sont tellement brillants, tellement exceptionnels, qu'ils ne sont même pas capables de comprendre que le monde a changé et qu'il faut réagir extrêmement rapidement et changer de logiciel politique, changer de logiciel diplomatique, changer de logiciel militaire pour s'adapter à la nouvelle réalité géopolitique qui a démontré avec l'affaire de Gaza qu'il n'y a plus de droit international, qu'il n'y a plus de légalité internationale, qu'il n'y a plus de droits de l'homme, il n'y a plus rien. Il y a la force et la dissuasion. Dans le monde que nous vivons actuellement, si vous n'avez pas la force et la dissuasion, vous êtes des États en carton. Voilà ce que a révélé le drame de Gaza, qui a eu des répercussions au Liban, en Syrie, en Iran et au Yémen, ainsi qu'au Qatar depuis 2 ans. Mais en Algérie, on n'a pas tiré les leçons. C'est comme ça. Et l'autre leçon de la trêve signée, imposée plutôt par le président américain Donald Trump, c'est que ni au Moyen-Orient, ni en Afrique du Nord, nous n'avons de Salah ad-Din. Nous n'avons pas d'homme fort. Et quand je dis d'homme fort, c'est-à-dire un homme ou une femme qui a une vision à long terme, une vision stratégique, une vision géopolitique, une vision militaire, une vision nucléaire, une vision économique. Nous sommes confortablement installés dans nos souverainetés parcellaires, nos souverainetés en carton, en croyant que sous prétexte que nous avons un siège à l'Assemblée Générale des Nations Unies, nous sommes indépendants, nous sommes libres, nous sommes forts, nous ne sommes rien du tout. Je dis bien, nous ne sommes rien du tout. Et tant que nous continuerons à jouer, comme on dit dans les orchestres, à jouer solo. Vous savez, il y a les solistes, mais une musique qui fonctionne bien, par exemple une symphonie, on ne peut pas la jouer tout seul. Et là, je m'adresse aux amateurs de musique. Une symphonie, il y a un chef d'orchestre, il y a des solistes, il y a un certain nombre de musiciens et chacun joue sa partition, en tout cas joue son rôle dans le cadre de sa partition. Mais tout seul, on ne peut pas créer une symphonie. Et le drame de l'Algérie, de tous les pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, c'est ils pensent que tout seuls, ils vont réussir à contrer la folie génocidaire, par exemple, de Benyamin Netanyahou. Mais il faut tirer les conséquences. Alors, j'ai découvert récemment, j'étais content, que l'Algérie et la Tunisie avaient noué une alliance militaire. Mais c'est pas assez, voyons. C'est pas assez. Quoi, on va échanger des avions avec des chars, alors que le génocidaire Netanyahou, il peut nous envoyer 250 F-35, des missiles balistiques, et si la folie lui arrivait en haut de son cerveau machiavélique, il peut nous envoyer une bombe. Mais non, il faut une bombe nucléaire, mais il faut une alliance nucléaire avec le Pakistan, la seule puissance musulmane nucléaire. Il faut qu'on arrête de faire des petites alliances, des petits contrats. Les enjeux sont beaucoup plus importants. Vous savez, Jacques Berck, qui est un enfant de l'Algérie, vous savez, un grand historien, un grand intellectuel, grand penseur français, dans la région de Tiaret. Jacques Berck. Les Arabes d'hier à demain. Alors, quand il dit Arabes, c'est tout le monde, vous avez compris. Hein. Dedans, il met les Kurdes, les Arméniens, les Berbères, il met tout le monde. Tout.
toutes ces populations qui se sont mélangées depuis l'époque punique, il voit bien qu'il y a une dégradation. Il y a une dégradation. Je viens de vous le dire, il n'y a plus de Saladin. Il n'y a plus de Saladin dans ces... Il n'y a plus de Massinissa, il n'y a plus de Jugurtha. Il n'y a plus de Septime Sévère, qui était un empereur berbère à l'époque romaine. Il y a quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons? Wesh Anna. On n'a pas grand-chose. Vous avez vu notre image, comment elle est décrite aujourd'hui? On a des groupes de résistance qui commettent des actes terroristes. Vous savez, c'est quoi la différence entre un terroriste et un homme d'État? Vous savez, c'est quoi la différence? Un terroriste, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à transformer des opérations en victoire politique. C'est ce qu'on appelle un terroriste. Et quand un terroriste arrive à transformer ses actions de guerre en victoire politique, ça devient un homme d'État. C'était le cas de Yasser Arafat, c'était le cas des révolutionnaires algériens de 1954, c'est le cas de Menahem Begin, qui était un terroriste mais qui est devenu Premier ministre, c'était le cas de Yitzhak Rabin, qui était un terroriste qui est devenu un homme d'État. Voilà, un terroriste, c'est quelqu'un qui ne réussit pas à transformer une action subversive en une victoire politique. Donc aujourd'hui, le Hamas, à partir du moment où il a échoué, c'est un mouvement de résistance qui a perpétré un acte terroriste le 7 octobre 2023. Alors, évidemment que le Mossad va profiter de cette action terroriste pour discréditer les mouvements de résistance palestiniens. Eh oui. Et ça a coûté la destruction de 90% de Gaza, 70 000 morts, 2 millions de personnes plongées dans la famille de 150 000 expulsions. Oui, car le Hamas n'a pas le talent politique pour transformer ses actions en victoire politique. Et aujourd'hui, tout le combat de Yasser Arafat, aujourd'hui, il est considéré comme des opérations terroristes. Eh oui, il n'y a plus de Salah ad-Din, ni au Moyen-Orient, ni en Afrique du Nord. Nous avons à minima des terroristes, à maxima des personnes assises sur leur siège de pouvoir, qui croient que ce sont des États, qu'ils ont une souveraineté, qu'ils ont une liberté, alors qu'ils n'ont absolument rien. Aujourd'hui, sans l'Amérique, il ne se passe rien. Et le Mossad manipule tout le monde, manipule tous les pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord. Je dis bien tous. Absolument tous. Il est au courant de tout ce qu'ils disent, de tout ce qu'ils font, de tous les comptes qu'ils ont, de toutes leurs maîtresses, dans tous les ports du monde. Vous voulez faire quoi? Le Mossad profite de nos divisions. Regardez la flottille de Gaza qui était partie de Tunis, elle avait été la cible de drones israéliens du Mossad. Et nous, on croit toujours qu'on est indépendant, qu'on est libre, qu'on est souverain, qu'on a du poids. On n'a rien du tout. Rien. Regardez là. Le 31 décembre, notre mandat en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité va prendre fin. Et après, on va être quoi? On ne pourra plus faire de la poésie à l'ONU, c'est fini. On ne pourra plus faire de la poésie au Conseil de sécurité. On sera comme les autres pays. On sera comme les autres 180 États qui ne seront pas au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous savez qu'il n'y en a que 15. 5 qui sont des membres permanents, comme la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Russie et la Chine, et 10 qui sont non permanents. Ils ont un mandat de 2 ans. Donc nous, il faudra qu'on attende. Et on aura manqué l'occasion de briller pendant ces 2 années, 2024-2025. Quel est le bilan de notre présence en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies? Nous n'avons même pas pu empêcher la reprise des sanctions contre l'Iran. Ah, personne n'en a parlé dans les médias algériens. Ah bah non, ouais. Bah oui, l'Algérie n'a pas été capable. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas de stratégie. Parce qu'on a joué solo.
Voilà, on a cru qu'on pouvait faire une symphonie diplomatique en étant un simple soliste. C'est pas comme ça qu'on fait la diplomatie. On n'a tiré aucune leçon des bouleversements énormes qui se produisent sur la scène géopolitique depuis le conflit entre l'Ukraine et la Russie et entre le génocidaire Netanyahou et le Hamas. On n'a tiré aucune leçon. On se comporte, on parle, on discute comme s'il n'y avait jamais eu le conflit entre l'Ukraine et la Russie, comme s'il n'y avait jamais eu le conflit à Gaza. Rien n'a changé. Et on voit bien que l'absence de changement nous fait perdre des points au sujet de la question du dossier, du Sahara occidental. Nous cumulons les échecs diplomatiques. Alors on va continuer comme ça? Ou alors on peut faire nôtre la devise de l'ancien président américain Barack Obama. Yes, we can. Oui, il n'a pas dit yes, I can. Hein. Il a dit oui. Oui, c'est-à-dire nous. Nahno. Le Mitsein allemand. Nahno. Il est où le Nahno? Quand on se fâche avec tout le monde, il est où le Nahno? Il n'y a pas de Nahno. Moi, je crois au Nahno. Je crois au oui. Je crois au nous. Ça serait peut-être bien de prendre ce qu'il y a de bon chez les Américains. En plus, c'est un musulman du Kenya. Barack Obama. Il n'y a pas de mal à s'inspirer de ce qui se fait de bien ailleurs, ou de ce qui se dit bien ailleurs. Alors, je vais finir avec une note positive, en tout cas on va espérer. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas été capable de faire la guerre au génocidaire Netanyahou. Est-ce qu'on sera capable de faire la paix? Oui, est-ce qu'on sera capable de faire la paix? La paix, pourquoi pas? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, à défaut de faire la paix, avec notre voisin immédiat, parce qu'on n'est même pas capable de faire la paix avec nos voisins immédiats. On est en guerre avec le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Maroc. Il y a des moments où je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Donc on n'est pas capable de faire la guerre. Est-ce qu'on est capable de faire la paix? Le Hamas est en train de faire la paix avec le génocidaire Netanyahou, alors que tous les opposent. Il y a eu des milliers de Palestiniens massacrés, et nous, on continue à nous chamailler avec nos voisins. Vous vous rendez compte de l'absurdité? Est-ce que vous vous rendez compte de l'absurdité? Le Hamas avec le génocidaire Netanyahou, on fait la paix à Rabb al-Karim, l'Yom al-Jumu'ah, et nous, on n'est pas capable de faire la paix avec nos voisins. Ou alors on attend de faire la guerre avec des armes, avec des morts. Il faut 70 000 morts pour faire la paix, c'est ça? Il faut 2 millions de personnes plongées dans la famine. Il faut 250 000 expulsés pour faire la paix, c'est bien ça? Alors j'aimerais reprendre cette phrase. Juifs, mes frères, ça va être dur, hein? Avec ce qui vient de se passer. 70 000 morts. 2 millions de personnes plongées dans la famine. 250 000 expulsés. Sans compter les malades, les handicapés, les estropiés, ceux qui sont devenus malades mentaux. Tous les jours des bombes, tous les jours des bombes, tous les jours des bombes. Ça va être dur hein, de dire juifs, mes frères, ça va être dur. Hein. Il faudra avoir une sacrée foi, hein, sacrée foi. Vous savez que les Allemands, quand ils ont tué 6 millions de juifs, après 45, il a fallu qu'ils donnent 80 milliards de dollars aux Juifs d'Israël pour... Ils ont acheté la mémoire à coups de milliards, les Allemands, vous savez. 80 milliards de dollars ils ont donné les Allemands aux Juifs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Allemands n'ont jamais reconnu l'État palestinien, parce qu'ils ont tué 6 millions de Juifs. Vous savez ça. Les Allemands ne veulent pas reconnaître l'État palestinien. Ils ne veulent pas. Il y a 3 pays qui ne veulent pas reconnaître l'État palestinien, en plus des États-Unis. 3. Et les 3 ont un point commun. L'Allemagne, l'Italie et le Japon. En plus des États-Unis. Vous savez pourquoi? C'est les 3 perdants de la Deuxième Guerre mondiale. 3 perdants de la Deuxième Guerre mondiale. Ces 3 pays-là n'ont pas le droit d'avoir une autonomie militaire, ils n'ont pas le droit d'avoir une autonomie au niveau de la politique étrangère. Donc ni l'Allemagne, ni
le Japon ni l'Italie n'ont le droit de décider par eux-mêmes les choix stratégiques au niveau de la politique étrangère. C'est la raison pour laquelle, au niveau de la politique étrangère, systématiquement, les Allemands, les Italiens et les Japonais se rangeront du côté américain. Donc, tant que les Américains ne reconnaîtront pas l'État palestinien, l'Allemagne ne reconnaîtra pas l'État palestinien, l'Italie ne reconnaîtra pas l'État palestinien, et le Japon ne reconnaîtra pas l'État palestinien. Voilà comment ça fonctionne. Ce ne sont pas des pays indépendants, car ils ont perdu la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça qu'il y a des bases militaires en Allemagne, en Italie et au Japon. Ils n'ont pas le droit d'avoir une puissance nucléaire. L'Allemagne, l'Italie et le Japon n'ont pas le droit d'avoir une puissance, de se doter de l'arme nucléaire. Donc ça va être dur, juifs, mes frères, ça va être très très dur. Alors tant qu'il est encore temps, j'espère qu'on n'a pas besoin qu'il y ait 70 000 morts avec entre l'Algérie et le Mali, l'Algérie et le Niger, l'Algérie et le Burkina Faso, l'Algérie et le Maroc, pour faire la paix. Faut peut-être tirer les leçons d'histoire, non? Ça vous intéresse pas de tirer les leçons de l'histoire? Les Mouljemois, vous savez que les Maliens, les Nigériens, les Burkinabés, les Marocains, c'est des musulmans, comme nous. Les Juifs sont nos frères au niveau abrahamique. Abrahamique, on a le même père. C'est Ibrahim alayhi salam. Et on se fait la guerre depuis 1400 ans. Mais les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, les Marocains sont nos frères. De même père et de même mère. Alors, est-ce qu'on va faire la paix? يوم الجمعة إن شاء الله. بارك الله فيكم. تحية الجزائر. والله يرحم الشهداء وربي يهدينا إن شاء الله.